Bonjour, mon nom est Aline Gagnon. Je suis vice-présidente et secrétaire générale de l'organisation Infirmières sans frontières. Vous me connaissez, on s'est déjà vu, on s'est déjà parlé. Je m'excuse, mes lunettes sont finies. Il y avait du soleil dans la maison. Ah bon, ils vont changer de couleur. Donc, on va partager la vidéo. Je vais vous faire un partage d'écran parce qu'on va faire un partage d'écran sur la formation qui s'en vient. J'espère que vous voyez. Bon, on va, je vais ouvrir ça, puis je vais partir de là. Donc, on va parler du contrôle et de la prévention des infections. On entend parler depuis le début de la pandémie, mais ça existe bien avant ça. Donc, elle a été préparée par Karine Chagnon, qui est notre conseillère en santé voyage, par moi-même et par Mario, suite à quelqu'un qui nous a prêté les premières images du consacré du Nord du Québec. Donc, on commence. La présentation des objectifs, vraiment, c'est de vous informer sur les infections nosocomiales qui sont surtout et avant tout associées aux soins de santé. Qu'est-ce qu'une chaîne d'infection? Comment prévenir l'infection lors de nos interventions à l'international? On va apprendre à briser la chaîne, l'hygiène des mains, les pratiques de routine, les précautions supplémentaires, l'utilisation des EPI, qui sont des équipements de protection individuelle, et le N95, qui est le masque que vous avez entendu parler, etc. Le nettoyage et la désinfection, puis on va tester vos connaissances, puis le rôle de coopérant, puis enfin, on va faire une conclusion de tout ça. Comprendre les objectifs. Comprendre que la prévention et le contrôle des infections, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Et ce n'est pas l'affaire d'un seul élément, c'est multifactoriel. Surtout et avant tout, c'est un travail d'équipe. S'il y a seulement une personne qui fait des efforts pour la protection, la prévention des infections, ben, c'est un travail qui est inutile, en fait. Donc, pour ça, il faut que chacun et chacune d'entre nous soit sensibilisé à la prévention puis au contrôle des infections. C'est une des priorités. Qu'est-ce qu'une infection? Une infection, c'est une situation dans laquelle les micro-organismes peuvent se multiplier et provoquer une réponse de défense immunitaire de l'autre, donc la personne qui les reçoit. L'infection peut entraîner ou non une maladie grave, une maladie clinique. Certains patients peuvent être infectés, contagieux, tout en étant asymptomatiques. On l'a vu avec la COVID. Il y a plusieurs personnes qui n'étaient pas symptomatiques, mais qui étaient positifs à la COVID. La même chose pour l'hépatite A, la même chose pour la typhoïde. Les infections nosocomiales ou les infections associées au système de santé, mais c'est des infections qui sont transmises essentiellement dans un établissement de santé pendant qu'il se fait soigner. Les principales causes de décès des Canadiens sont 1. Le cancer, 2. Les maladies cardiovasculaires, 3. Les accidents cérébrovasculaires. Avant, on appelait ça bon, les ACV. On va dire une autre chose, c'est les accidents cérébrovasculaires. Ouais, ça a toujours été ça, les ACV. Les infections nosocomiales qui arrivent en 4e position. C'est la première cause de décès chez les patients hospitalisés. C'est grave, ça. C'est vraiment grave. Donc, chacun doit être sensibilisé à ça. Une personne qui est hospitalisée devient une personne vulnérable. Son système immunitaire est diminué, puis en plus, il est plus à risque d'être appelé ou d'être contaminé par des bactéries, des infections qui autrement pourraient être évitées. Ça, c'est un beau petit tableau qui représente la chaîne de l'infection. Ça part par un agent, naturellement. Un agent ici, là, on voit très bien, c'est un petit tableau. Donc, ici, c'est des virus, là, c'est des bactéries, ça, c'est des parasites.
les parasites avec la petite flagelle, puis les bactéries avec les petits mauves. Où sont les germes? Ils sont partout. Ils sont sur les personnes, ils sont sur les animaux domestiques, les chiens, les chats, les reptiles, les animaux sauvages, les aliments et la saleté en général, et l'eau principalement. Par où on les attrape? Ces différents germes-là, on les attrape soit par la bouche, à cause des vomissements et de la salive, des lésions cutanées par le sang. Donc, qui se transmettent via le sang. Les lésions cutanées, ça peut être juste une abrasion, ça peut être aussi une coupure, une blessure qui n'est pas cicatrisée. Des couches et les toilettes, principalement au niveau des selles. Comment se propage le mode de transmission des différents agents pathogènes? C'est par contact, les mains, les jouets, le sable, les gouttelettes, lorsqu'on parle, positionne, comme on dit, quand on éternue ou quand on tousse. Par qui? Par où ils vont rentrer? Ils vont rentrer par la bouche, par les lésions, naturellement, comme on a vu, les yeux. C'est les principales voies d'entrée. Les prochaines personnes malades, c'est les autres qui sont les personnes qui sont réceptives à ça. Ça va être les bébés, les enfants en général, les personnes âgées, les personnes dont l'immunité est diminuée, qui a été affectée soit par une maladie, soit par un traitement tumuleux, soit par une pathologie quelconque. Les personnes qui ne sont pas vaccinées, mais en général, c'est tout le monde. Donc, ça, c'est la chaîne de l'infection. Donc, chaque parcelle de ça, on peut intervenir sur presque chaque parcelle si on fait attention. La chaîne d'infection ou les agents infectieux, c'est des bactéries. On en connaît plusieurs, comme sûrement c'est des noms qui vont vous sonner une cloche. Je sais que tout ce que je vous dis là, c'est des choses que vous avez entendues depuis les 18 derniers mois de façon récurrente. Mais on va continuer à en parler parce que ces bactéries-là qui sont entrées dans nos vies, ils sont là pour longtemps. Donc, on va toujours avoir à faire face, on a toujours eu à faire face à des bactéries, des virus et tout ça. Mais là, en fait, on en prend un peu plus conscience. Donc, des bactéries comme le Clostridium difficile, principalement dans les centres hospitaliers, on va trouver ça. Les patients qui ont reçu beaucoup d'antibiotiques vont développer cette bactérie-là, le Clostridium difficile. Les organismes multirésistants, qu'on appelle les MDRO, ou le Mycobacterium tuberculosis, qui est la tuberculose. On voit de moins en moins au Québec, mais dans le nord du Québec, c'est encore présent dans certaines communautés près des Autochtones. Il y a des virus que vous connaissez aussi très bien, la grippe, qui est un virus qui est récurrent, qui revient chaque année, qui change de forme aussi. Le norovirus, qui est une gastroentérite. On va souvent arriver à l'été ou dans les garderies, par exemple. Le SRAS-CoV-2, ça, je n'ai pas besoin de vous le dire. Hein. On a assez entendu parler, vous le connaissez. Il y a la varicelle, la dengue, le Zika, la chikungunya, la fièvre jaune, etc., etc. Toutes les bactéries pour lesquelles les virus que vous avez eu des vaccins. Les champignons, le candida, l'aspergillus, aussi connu. Les parasites, la gale, le plasmodium, qui est celui qui est responsable de la malaria. La malaria, principalement, on appelle aussi, voyons, j'ai blanc, vous reviendrez avec la malaria, l'autre nom de la malaria. Et le prion, qui est le Christophe Jacob, qui est plus rare, qui est celui qui est associé au virus de la vache-folle. Donc, on a disait un virus de la vache-folle, mais c'était le prion. Les chaînes d'infection, les réservoirs, comme on a vu tantôt, l'humain est aussi un réservoir. Il y a des animaux sauvages et domestiques, les chiens, les chats, les écureuils, les rats. L'environnement aussi qui peut être
peut être un réservoir, les objets, si le virus ou la bactérie vit plusieurs jours ou plusieurs heures sur une surface, les aliments, sur les aliments qui étaient plantés dans une terre contaminée, etc., les aliments, le sol, l'eau, l'air. Donc, ce sont tous des réservoirs. La chaîne d'infection, les portes de sortie, mais comment l'agent qui sera son réservoir, il va le quitter de façon soit par ses sécrétions respiratoires, la queue, les crachats quand on parle, les oculaires par les larmes, la salive, le vomissement, des sécrétions génitales, de sperme, entre autres. Il va être excrété soit par l'urine ou par les selles. Il peut être excrété aussi par la peau, les lésions cutanées, le pus, le squame, les cheveux, les ongles, et aussi par le sang, si ça devient une mort, une piqûre, une blessure, ou par le placenta. Certains germes peuvent traverser la barrière placentaire. Ça, vous en avez entendu parler aussi, mais ce n'est pas relié tous à la COVID. Il y a d'autres germes qui sont transmis à ce moment-là. On en parle de façon générale aussi. Le mode de transmission varie selon le type de micro-organismes. Ils sont très astucieux. Ils n'ont pas tous le même type de transmission. Depuis, ils sont pas mal plus rusés qu'on se prend. Certains agents infectieux peuvent être transmis par plus qu'un autre. Il y en a en plus qui ne sont pas juste astucieux. On a découvert que ce n'est pas juste une façon de se transmettre la maladie. Par exemple, on prend le virus du Nil, la maladie de Lyme. Ça, on entend souvent parler la maladie de Lyme à cause des tiques qui sont infectées, qui elles ont été contaminées par des animaux, ont été piqués ces animaux-là, et d'autres qui deviennent des réservoirs, qui sont en homme, qui commence à être une maladie qui est acceptée ici depuis longtemps. La malaria ou le paludisme. Bon, ma bulle vient de se rupturer, donc j'ai compris. Ça me vient de me revenir en mémoire. Donc, comment ils se transmettent? Bien, par contact, par voie aérienne, par contact. Bonjour, on donne la main. Maintenant, c'est plus en usage tellement de donner la main. Chose qu'on faisait facilement avant. Par gouttelette, donc quand on parle, quand on tousse. Par des véhicules, par des vecteurs, comme on a vu la maladie se transmet par une moustique, la maladie de Lyme de Lyme par une tique, ou par un véhicule commun, ce sont un ballon qui est contaminé par le crachat de la contamination directe avec les selles. Donc, la chaîne de transmission, la porte d'entrée, ben, comment elle s'introduit dans l'eau? Ben, par les muqueuses respiratoires, digestives, par les yeux, génitales, on parle de certaines parasites qui peuvent rentrer par les pas directement par la voie génitale. Par la peau, ben, on parle de lésions cutanées. Ce n'est pas nécessaire d'avoir une grosse coupure, même ça peut être juste une petite morsure, du moment que la barrière épidermique est à côté, mais on peut avoir une infiltration de bactéries. Par voie parentérale, on parle de plaies, de piqûres, d'insectes, la barrière épidermique. La chaîne de transmission, toujours sur l'autre qui est réceptif. Toute personne est à risque de contracter une infection. Un agent infectieux ne peut pas se transmettre si l'autre n'est pas réceptif à l'infection. Par exemple, les personnes immunisées pour la maladie sont immunisées par les personnes immunisées par la maladie ou par la vaccination. Il y a certaines maladies, si vous l'avez déjà attrapé une fois, vous avez déjà développé des anticorps, donc on comprendrait que vous êtes immunisé à ce moment-là. La même chose, le même effet se fait lorsque les clients sont vaccinés, les patients ou les personnes. Vous allez voir, là, je vais mettre le mot client partout
tout patient, c'est dans mon ADN. Du moment que je parle de quelqu'un d'autre, surtout en relation avec des infections, c'est sûr que je vais parler de ça. Ça fait 41 ans que ça mène ma vie. Donc, pardonnez-moi, je vais parler de patient et client, mais c'est plus fort que moi, même si j'essaie de me contrôler. Donc, toute personne est à risque de contracter une maladie. C'est sûr que les enfants, les bébés qui ont une immaturité immunologique, qui ne sont pas encore, les bébés allaités ont une certaine protection immunologique à cause des anticorps de la mère, mais c'est temporaire. Les patients immunosupprimés, donc les patients qui sont sur un traitement de cancer, par exemple, les patients qui ont beaucoup de comorbidité, donc, ils sont plus fragiles. Les patients qui ont des maladies chroniques, les patients diabétiques, les patients qui ont beaucoup de médicaments, les patients qui ont des problèmes pulmonaires, donc, qui sont plus fragilisés. Facteur génétique, il y a certaines personnes qui sont fragilisées par leur génétique. Ils ont beau faire ce qu'ils veulent, mais c'est la génétique qui est comme ça. La prise de certains médicaments va entraîner certaines défaillances du système immunitaire. La malnutrition, les facteurs environnementaux. Et c'est la clientèle qui va consulter parce que c'est plus fragile. C'est plus fragile à être effectif. On poursuit. Donc, comment prévenir l'infection lors de nos interventions à l'international? Bien, c'est les mêmes précautions qu'on prend ici. C'est la même chose. C'est les précautions habituelles. Le lavage des mains ne remplacera pas le port de gants. L'hygiène des mains, l'étiquette respiratoire, on tousse dans son coude. Si on a à se moucher, on va se moucher avec un papier mouchoir, on va jeter notre papier mouchoir et on va aller se laver les mains. Les équipements de protection individuelle, les EPI qu'on appelle, qui vont être ajoutés à notre protection là, pour faire en sorte que si on a un contact plus près avec des clients, si on va être en contact avec tout ce qui est liquide biologique, que ce soit des sécrétions, du sang, l'urine, des selles, on va prendre des précautions supplémentaires. Qu'est-ce qui va arriver ici? Qu'est-ce qu'on va faire après avoir une intervention? C'est qu'on va s'assurer d'une désinfection avec des agents qui sont capables de détruire les bactéries. Donc, on a fait une revision de tout ça, les agents infectieux, la source, les stéthoscopes. Le stéthoscope, c'est dans les centres hospitaliers, c'est sûr que c'est un agent, une source d'infection, parce qu'il se promène d'un client à l'autre s'il ne désinfecte pas. Les moyens de sortie quand on se mouche, quand on tousse, le mode de transmission, bonjour, bonjour, après s'être mouché, après ça, on se lave toujours pas les mains, on s'en va manger, on a contaminé notre nourriture. C'est sûr que la protection, la prévention des infections, le contrôle des infections, donc faire en sorte que nos habitudes de désinfection et de protection individuelle, qui deviennent des infections individuelles, mais qui deviennent des protections si chacun fait son travail, va devenir un travail collectif, donc tout le monde va faire attention. On va sauver des vies, principalement avec une clientèle qui est vulnérable. C'est ça le but. Donc, on rince-main à privilégier lorsque c'est possible. C'est sûr que le gel à base d'alcool, ici, c'est écrit rince-main, c'est un peu exagéré, je trouve. Le gel à base d'alcool, ben, ça ne remplace pas le lavage des mains. Okay? La friction des mains avec de l'eau et du savon va apporter une désinfection pas mal plus efficace. Donc, quand on va utiliser principalement, on devrait utiliser l'eau et le savon le plus souvent, mais on va l'utiliser principalement si nos mains sont visiblement souillées après avoir utilisé les toilettes. Et là, je ne ferai pas un gros discours sur tous les gens qui sortent d'une salle de bain, dans les restaurants, dans les salles de spectacle, etc., sans s'être lavé. Mais je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est
un manque de savoir-vivre de ne pas se laver les mains quand on était à la salle de bain ou toilette. Donc, partez-moi pas là-dessus, là, parce que je ne pourrais avoir des comportements assez agressifs, disons, en guillemets. Donc, après avoir été à la salle de bain, on se lave les mains. Après un contact avec un patient ou un environnement qui est contaminé, principalement par le site ou des clients, après avoir mis une diarrhée, par exemple, on va nettoyer le siège de toilette, on va se nettoyer les mains, puis on va demander avec l'eau de javel pour les diarrhées. C'est sûr qu'on va vous demander pendant que vous allez être en mission avec nous, si jamais un parmi vous est contaminé, qui fait des diarrhées, on va vous demander de nettoyer la salle de bain comme il faut à l'eau de javel après l'avoir utilisée. Inquiétez-vous pas, il va y avoir suffisamment d'eau pour vous désinfecter, puis pour vous laver les mains, il va y avoir de l'eau et du savon, il va y avoir de l'eau de javel aussi pour nettoyer les installations qui ont été mises avec disposition. Le port des gants ne remplacera jamais, mais là, jamais, jamais, jamais l'hygiène des mains. Puis, il ne faut pas juste une hygiène des mains, là, c'est fini. Non, vraiment, il faut vraiment mettre du savon, prendre le temps de mettre du savon sur nos mains. Vraiment, au niveau des ongles, on rentre chaque fois. Après ça, on frotte les mains ensemble. L'effet de frotter comme il faut, de faire une friction, elle va vraiment dégager toutes les parties. On n'oublie pas entre les doigts, on n'oublie pas les pouces non plus, ainsi que les poignets. Chanter une petite chanson, ça dure à peu près 20 secondes, c'est pas long, là. Vous chantez Bonne fête, si vous voulez, Bonne fête à moi, Bonne fête à moi, Bonne fête, Bonne fête. Je ne chante pas la chanson complète, comprenez les principes, 20 secondes, peut-être. Si vous avez d'autres chansons qui durent juste 20 secondes, c'est correct. Vous pourrez le faire quand vous serez en mission, si vous voulez. Mais moi, c'est pas de fête. Qu'est-ce que vous voulez? Mais chacun nous aide. Quand dois-je me laver les mains? Ben là, quand on est en présence d'un client, d'un patient, là, c'est la bonne utilisation. Avant le contact avec le patient ou avant de rentrer dans l'environnement du patient, naturellement, c'est lui qui est malade, c'est lui qui est fragilisé. On ne veut pas être l'autre, devenir le porteur de maladie. Avant des gestes aseptiques, là, on parle de des essents, par exemple. Ou après le risque d'exposition aux liquides biologiques, on est par exemple la salive, les larmes, les expectorations, les crachats, les urines, les selles, le sperme, le sang. OK? Ensuite de ça, après le contact avec le patient, on va se laver les mains. Même si on a mis des gants, on va aller enlever nos gants et on va se laver les mains après le contact avec l'environnement du patient, naturellement. J'espère que ça, c'est sauver des vies à 100%. C'est chacun, tout le monde, et chacun d'entre nous fait la même chose. Ça va être. Mais comme vous avez eu soit la formation pour aller vacciner les clients, soit la formation tout le monde a été sensibilisé à cette formation-là. Pourquoi on le fait? Parce que c'est de prime importance. Pas parce qu'on est dans un pays ailleurs, qu'on est ailleurs, que ce n'est pas les mêmes précautions. C'est toujours les mêmes précautions, que ce soit dans n'importe quel environnement. Que ce soit chez vous maintenant, vous l'avez su, on a pris des précautions supplémentaires quand on recevait nos visites. OK? Donc, c'est la même chose. On continue. La COVID est là pour rester. Les bactéries ont toujours été là aussi. Et ils seront toujours. C'est ça qui est. Maintenant, on est vacciné. On va en avoir des bactéries qui vont nous demander aussi la prévention contre les infections. C'est toujours. L'hygiène des mains, son importance, ben, c'est la plus grosse façon de se protéger, c'est surtout la meilleure, c'est des bonnes pratiques, c'est l'hygiène des mains. Une augmentation de l'hygiène des mains chez seulement 20 entraîne une réduction de 40 des taux d'infection associés aux soins de santé. Okay. S'il y avait toujours eu ça dans les hôpitaux, probablement qu'on n'aurait pas eu de nouvelles bactéries sur surface.
Pratiques de routine. Les pratiques de routine appliquées à tous les clients ou tous les patients dans tous les milieux, ben, c'est l'utilisation des masques médicaux dans le contexte de la pandémie, en fait, avec la COVID. Puis l'utilisation des gants avant de toucher du sang des sécrétions, des excrétions. C'est partout. Donc, c'est des infirmières ici qui vont faire qui vont être en contact avec la clientèle, même vous qui allez faire de la vaccination ou les autres, les paramédics qui vont aller de porte main porte au SAMU là-bas. C'est la même chose au moment que tu es en contact avec un client ou du sang. C'est sûr que tu vas mettre des gants. OK? C'est même pas un but de même pas ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'étiquette respiratoire, je vous l'ai dit un petit peu tantôt, j'ai devancé les diapos. Si vous êtes malade, si vous toussez, portez un masque, surtout si vous avez une nez qui coule tout le temps. De toute façon, on va porter le masque tout le temps. C'est pas une chose. Mais quand on enlève notre masque, on l'enlève par les élastiques, on penche la tête, on laisse tomber dans la poubelle, on va se laver les mains, on pousse dans le coude. Si vous êtes trop malade, si vous êtes trop, si vous avez des sécrétions, c'est sûr qu'on va vous dire de rester dans votre chambre. OK? Il est donc une petite. Précautions supplémentaires. Les précautions supplémentaires, sont des mesures qui sont qui sont mises en place en plus des pratiques de routine afin de réduire d'autant plus la transmission des micro-organismes dans les établissements de santé. Donc, il y a personne d'entre vous qui va aller dans un hôpital, ou peut-être ceux qui vont aller, les techniciens, les paramédics, vont probablement aller dans certains centres, au centre du Messie au Bénin. Bien, eux aussi vont probablement, s'ils sont en contact avec les clients, vont pouvoir qu'ils vont être des équipements de protection individuelle un peu plus poussés. Par exemple, en contact avec un patient, on suspecte de la COVID ou de la tuberculose. Donc, c'est sûr qu'on va porter des équipements de protection individuelle, on va porter la jaquette, on va porter le masque, la visière possiblement, et même certains le masque N95. Mais ça, je vous dis ça, c'est déjà des pratiques que vous faites déjà. Donc, bon, la petite vidéo, bien sûr. Les équipements de protection individuelle, c'est quoi la définition? Ben, c'est un vêtement, un équipement porté pour minimiser l'infection. Quand les utiliser, ben, prévenir la transmission de l'agent infectieux, principalement quand on est avec un patient, prévenir une épidémie, puis protéger le personnel et les autres membres, les autres personnes de la contamination croisée. Je sais que c'est du réchauffé, ce que je vous sers là, mais c'est vraiment important. On va les utiliser aussi là-bas, là, partout. L'équipement de protection, les EPI, ils sont utilisés, on utilise un masque de procédure. Il fait quoi, lui? Il protège les muqueuses, OK? Il y en a plusieurs sortes, là. Il y a le ASTM2 dans le cadre des soins de santé, puis il y a le ASTM1 dans les bâtiments administratifs. C'est deux sortes de masques qui sont tissés plus ou moins petits selon l'utilisation qu'on va faire. C'est ceux qui sont utilisés dans les bâtiments administratifs sont moins serrés, donc ils laissent passer un peu plus. Et les autres sont tissés un peu plus serrés. On dit un filtre, on peut juste tisser, mais c'est le filtre de protection est de plus grande qualité quand on est dans le cadre des soins de santé. L'utilisation des blouses de protection, les petites blouses jaquettes jaunes, là, qui protègent la peau et les vêtements, ils sont là contre les éclaboussures. C'est sûr que la petite jaquette jaune, si un gros déversement liquide, ben, ça va passer au travail. C'est pas c'est serré, c'est une protection minimale. Les protections oculaires, ben, ça, il faut faire attention. Okay, ce n'est pas prouvé nécessairement en fait, je ne me souviens pas d'avoir lu de littérature là-dessus contre des patients qui auraient été contaminés par les fluides, mais de toute façon, on en met quand même
vaut mieux être surprotégé que pas protégé du tout. Mais je ne voudrais pas être la première qui a été contaminée par les bactéries qui sont arrivées dans mes yeux. D'accord? Donc, il ne faut pas que ça vous arrive non plus. Les gants, ben, il faut éviter tout contact possible avec le sang et les liquides biologiques. Mais là, pour des infirmières, c'est comme leur demander de ne pas travailler dessus, ce qui n'est pas le cas. Comme les techniciens ambulanciers non plus. Ils vont éventuellement, s'ils vont chercher des blessés, ils vont être en contact avec du sang, puis des matériaux. Donc, eux ont toujours besoin de gants et vérifier vos gants s'ils sont toujours intacts. La belle petite jaquette jaune, les beaux gants, les masques de procédure à privilégier, mais comme je vous ai dit, il y en a plusieurs sortes. Soit le tissage est un peu plus serré, soit il est moins. Une masque, je pense que c'est celui, je ne sais pas, c'est celui qu'on utilise le plus, mais il y a aussi des masques qui ont été faits pour les malentendants, donc ils nous demandaient de voir parce qu'ils pouvaient voir bouger nos lèvres. Le couvre-visage, c'est sûr que ce n'est pas recommandé. Et les masques avec une valve non plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas utilisés dans les centres hospitaliers. Ces masques-là ne seront pas utilisés dans les hôpitaux, dans les masques hospitaliers. Ça s'applique surtout ici, là, ce qu'on parle, là, ça s'applique dans les centres hospitaliers ou dans les établissements. Les masques, ils doivent être changés quand? Bien, quand il est sale, quand il est mouillé, quand il est brisé, puis quand il est en contact avec une personne qui était diagnostiquée avec un problème qui était contaminé. Le masque doit être porté pour un gros maximum de 4 heures consécutives. Donc, si vous portez votre masque pendant un cours, pendant 4 heures, ben, il faut changer. Bon, on n'est pas cheap là-dessus, mais il faut changer ça. C'est pas bon à vie, ça. Donc, il faut changer régulièrement. Toujours procéder à l'hygiène des mains avant de mettre un masque et après l'avoir retiré. On se part par les petits élastiques. Je vous dis, on se penche devant la poubelle. Jamais qu'on prend son masque par la main et qu'on le met au vidange. On prend des précautions. Là. Les élastiques, on se place devant la poubelle, on le laisse tomber. On va se laver les mains. Avant d'en mettre un, on se lave les mains, on met notre masque, on évite de contaminer le plus possible. Comment porter son masque? Moi, là, je le sais, là. Les mains, là, on a vu ça, on a vu ça. Mais je sais. On l'a vu des milliers de fois. On va le revoir encore. On porte ça. Un masque, c'est fait pour aller sur le nez, couvrir le nez. Et la bouche, on ne le laisse pas traîner dans une poche. On ne le met pas après notre bras. Puis on ne le laisse pas rien qu'après. Si on le met juste après une oreille, c'est pas bon. Donc, si vous avez à faire ça, parce que votre masque a besoin d'être jeté. OK? Okay. Mettre un masque. Se laver les mains avec une solution hydroalcoolique avec de l'eau ou avec de l'eau et du savon. Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche. Ou une trachéotomie. En fait, il y a des petits masques pour une trachéotomie. Je pense pas qu'il y a personne qui s'en vient en mission avec nous qui a une trachéotomie. Pincer la bande métallique sur le nez et tirer le masque vers le menton. C'est comme un petit tort. Hein? On descend ça tout le monde. On a vu plusieurs qui avaient ça jusqu'ici, qui n'avaient pas pris la peine de descendre ça. Je ne sais pas, vous avez tous vu ça. Ou ceux qui l'ont en bas du nez, ou ceux qui l'ont carrément en bas de la bouche, même ceux qui l'ont dans les yeux et qui ne l'ont pas sur la bouche. On enlève un masque avant on se lave les mains avec une solution hydroalcoolique, avec de l'eau ou avec du savon. On retire soigneusement en le tenant par les élastiques. Il répète la même chose que je dis. Les élastiques et le cordon, puis on jette le masque à la poubelle. Et on procède à l'hygiène des mains après avoir retiré le masque. OK, ça fait déjà 3 fois que je vous le dis. Ça devrait être correct.
La blouse, on l'utilise pour protéger la peau qui est exposée, donc la peau, et éviter de contaminer les vêtements pendant une procédure. La blouse peut être changée quand? Après avoir été en contact avec un client ou un environnement contaminé, puis entre les clients ou entre les patients, s'il vous plaît, là, on ne va pas mettre une jaquette pour la journée. Puis toujours procéder à l'hygiène des mains avant d'enfiler la blouse, puis après l'avoir retirée. De façon particulière de retirer une jaquette en vidéoconférence, ça va être assez difficile de vous montrer ça, mais on va y aller pareil. Donc, comment enlever la blouse? Il faut comprendre que votre blouse est, comme si vous êtes entré en contact avec quelqu'un contaminé, il est probablement contaminé en avant. Donc, ce qu'on va faire, on va détacher et rompre les lignes, soit sur des petites jaquettes en papier, on va tirer dessus. Fort, 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 paf, ça va sortir. Ensuite de ça, on va ramener la jaquette devant nous. On va défiler les manches jusqu'en bas. Et toujours à l'envers du tissu, on va enlever nos mains là, à l'intérieur des manchons. Donc, on va avoir les mains qui étaient sanglantes. On va les ramener en dehors, on va faire une petite boule, puis on va jeter la jaquette dans la poubelle. Je vais mettre tout ça en pause. Je vais essayer d'aller chercher une jaquette, puis je fais ça. 2 secondes, attendez, je vais être obligée d'arrêter le partage. Hop. Je mets ça en pause. Bon, j'ai ma jaquette. Donc là, j'ai enlevé mes gants. Il y a 2 techniques, là. Je vais vous montrer celle qui est décrite là. Ce n'est pas tout à fait ma technique, mais je vais vous montrer celle. Donc, j'ai ma jaquette. Je vais détacher mes cordons. Je peux tirer dessus, mais là, je ne vais pas la briser. Je ne vais pas tirer dessus. Là, je ramène ma jaquette vers moi. Je descends, sortir mes manches. Je vais descendre ma manche de l'autre côté. Et là, je vais faire une petite boule. Là, j'ai l'intérieur de ma jaquette. Je vais faire une petite boule comme ça. Et je vais pouvoir la disposer. Ça va? Vous avez bien vu? Je reprends. Je remets ma jaquette. On fait pas, là. Attendez, et puis ma jaquette ici est supposée d'être attachée. OK? Je vais l'attacher. Là, je suis attachée. Donc, ma jaquette, j'ai enlevé mes gants. Là, ce que je fais, je détache ma jaquette ici. Là, je rentre mes mains à l'intérieur de ma jaquette. Là, je ramène ma jaquette vers moi. Je rentre ma main à l'intérieur. Et je suis à l'intérieur de ma jaquette. Je tiens ma jaquette. Et je vais rentrer ma main à l'extérieur. À l'intérieur, toujours. Je rentre toujours. Là, je fais une petite boule. Ma jaquette, et là, c'est l'intérieur de la jaquette que vous voyez ici. L'extérieur est en dedans. OK? Et là, je fais en discours. Parce que je recommence parce que vous ne voyez pas comme ça. Donc, ma jaquette est attachée. Ici, je vais l'attacher comme il faut parce que vous allez comprendre ce que je fais là. Sinon, vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas comprendre. Donc, j'enlève. J'ai enlevé mes gants. Je tire ici. Toc. Je ramène ma jaquette ici. Je ramène vers l'avant. Je ramène toujours vers l'avant, rentrant à l'intérieur. Là, je tire sur ma jaquette. Toc. Je dis toquer. Je tire sur ma jaquette. Toc. Je ramène tout ça à l'intérieur. Et là, je peux en disposer. Bon, je pense que là, c'était la meilleure façon. On va continuer. On va terminer ma démonstration. Tout ça fait maison et là, j'ai scrappé ma jaquette. C'est pas grave. Donc, on va refaire un partage d'écran encore. On va continuer avec tout ça. Donc, on est rendu à enlever la jaquette. On l'a fait. Là, il devrait aller me laver. OK, vous avez compris tout ça. Protection oculaire, c'est des lunettes particulières, mais aussi des visières. Ah, je vais arrêter ça tout d'un coup. Arrêter le partage. J'arrête tout la montagne. J'arrête le partage d'une minute. 2 secondes. Arrête le partage. Je suspends l'activité. Je vais chercher ma visière. Bon, on est de retour. Oui, là, j'ai ma visière qui est dans son petit sac. Je vais installer ma visière. Vous en avez vu la caméra comme ça. La visière se porte
Naturellement, la visière se porte pour couvrir le visage et une partie du cou. Donc, des visières comme ça, ben, ça ne sert absolument à rien. Ou là, on a qui mettent ça comme une casquette de baiser. Mais ce n'est pas ça. La visière est vraiment appuyée sur le front. Elle couvre une partie, toute la partie du visage. Elle couvre une partie du cou. La jaquette est là. Donc, on est bien protégé. Quand on enlève la visière, on retire l'élastique, on va vers la poubelle et on la laisse tomber. Est-ce que c'est correct pour ça? Excusez, ma mise en plus. Donc, on fait le partage d'écran. Donc, OK. La protection oculaire, la visière, les lunettes, les deux, idéalement, pour protéger les yeux, la muqueuse des yeux. Elle doit être nettoyée naturellement si vous utilisez des lunettes disposables. Il faut qu'elles soient nettoyées entre chaque patient ou une fois que vous êtes entré si vous avez été en contact avec un patient ou entre les patients eux-mêmes. Bon, je vous dis, il y a des petites vidéos. On les regarde ensemble? Bon. Et j'ai la difficulté. Mario disait qu'il y avait de la misère. Je ne sais pas si ça va fonctionner. On va voir. Comment enlever le cérumen en toute sécurité? Ce n'est pas tout à fait le bon. OK. Mais de toute façon, je pense que je vous ai fait une bonne démonstration de comment enlever ça. Donc, attendez que je retrouve mon écran. Ici. OK. Ça ne fonctionne pas terrible. Peut-être que vous, ça va fonctionner, mais moi, ça ne fonctionne pas. Donc, la protection oculaire doit être intégrée dans un sac brun identifié. Si vous avez des choses réutilisables, dans un sac brun bien identifié avec votre nom, c'est pas probablement ce qu'on va vous fournir là, quand on va être à l'étranger. Les gants. Comment éviter toute contamination? Bon, il faudrait bien que j'aille me chercher des gants. Et, fait que j'arrête encore une fois. Arrêtez le partage. Oh, non. Annulé. OK, j'ai arrêté le partage. Je vais aller chercher des gants. Donc, j'ai mes petits gants. Je vais vous montrer comment on retire des gants. On va regarder la vidéo avant. Je vais vous faire le partage d'écran. Ben, pas la vidéo. La diapo. Donc, utilisé pour éviter tout contact possible avec le sang, les liquides biologiques, les surfaces ou les matériaux contaminés. Les gants doivent être changés quand on est en contact avec des clients ou des patients ou dans un environnement contaminé. On doit changer nos gants entre les clients, puis ensuite, une fois le retrait des gants fait, on se lave les mains. Donc, la technique, vous la voyez en image. Et là, moi, je vais vous la montrer. Donc, on pince le gant au niveau de eux autres, ils font au niveau du poignet. Là. Mais moi, je préfère prendre un petit peu là, juste avant le poignet. OK? Là, on tire dessus. Puis, on le renverse, en fait. Okay? On renverse notre gant. Là, je fais une petite boule avec mon gant. Là, je m'en vais à l'intérieur. OK, je prends mon pouce, mon index, n'importe quel doigt. Et je ramène mon gant de l'intérieur. Comme ça, là, je mets tout à l'envers. Et là, je peux le jeter dans la poubelle. C'est pas compliqué, vous l'avez fait, je ne sais pas combien de fois. Donc, on a fait la démonstration de la jaquette, la visière et des gants. On est correct. On devrait pouvoir passer à autre chose. Nettoyage et désinfection, c'est sûr que certaines bactéries, certains virus, certains sont plus résistants que d'autres. Ça, c'est juste un tableau pour vous dire la durée de vie des agents infectieux sur différentes surfaces. Si on prend, par exemple, on va prendre, tiens donc, l'hépatite. L'hépatite sur la peau et sur les mains, il ne semble pas rester, mais par contre, il peut rester pendant 2 semaines, c'est complet. L'influenza.
lui, il va rester 5 minutes sur la peau. Il va être toujours vivant après entre 24 et 48 heures sur le comptoir. Sur du papier, ça veut dire les Kleenex. Donc, il va être présent entre 8 et 12 heures. Et sur nos vêtements, sur les vêtements, il va être présent 8 à 12 heures. Quand même important, là, ça durée de vie. Si on prend les virus intestinaux, eux, sur la peau, 4 heures, sur les comptoirs jusqu'à 2 semaines, et sur les vêtements et la literie jusqu'à 12 jours. Et là, on fait le tour. Les VRS, 90 minutes, en tout cas, si vous voulez vous amuser, là. On a un bon exemple que certaines bactéries et virus peuvent rester longtemps en contact jusqu'à 12 heures. Là. Le plus long qu'on voit, là, c'est 12 jours, le virus gastro-intestinal, certains virus gastro-intestinaux. Bon, le nettoyage et la désinfection, je devrais aller me laver les mains, je me déviens, mais comme j'ai pas été en contact avec moi-même, c'est quand même pas si pire. Le nettoyage, ça permet l'élimination physique des matières étrangères, poussière, terre, liquide biologique et micro-organismes. C'est un premier nettoyage. La désinfection, elle, ça va inactiver l'activité des micro-organismes pathogènes, principalement, à l'exception des spores bactériennes qui les autres résistent à d'autres moyens de s'en débarrasser. Les désinfectants de qualité hospitalière sont utilisés sur des objets inanimés. On a vu les fameuses petites lingettes utilisées dans les hôpitaux qui ont été répandues assez à grande échelle. Les 4 facteurs de nettoyage réussi, bon, l'action chimique, la qualité du produit, l'action mécanique, le fait de frotter, le temps de contact, généralement 15 minutes pour laisser le temps de sécher, et la bonne température, la bonne température pour que le produit soit efficace. Donc, c'est ça, le cercle de Sinner, ou Sinner, qui dit qu'un nettoyage est réussi. Nettoyage et désinfection, ben et désinfections de bonne qualité, ben c'est garant des surfaces qui vont être nettoyées proprement, de façon efficace. Donc, bon temps de contact. Important. Le respect du temps de contact assure le résultat de l'action chimique. Ces produits-là, ils ont été développés, mais ils ont besoin d'un certain temps avant d'être efficaces. Donc, le bon temps de contact. La bonne dilution. Bon, il y en a sûrement qui ont voulu économiser puis ont rajouté de l'eau dans les produits qui étaient là parce que ça coûtait cher à un moment donné. Ils sont arrivés en public et ça a peut-être eu des effets dévastateurs à un moment donné. Donc, une bonne dilution. Le produit chimique doit être dilué selon les recommandations du fabricant. Ce n'est pas le temps de faire des économies. C'est lui qui dit que ça prend une tasse, bien, ça prend une tasse. C'est pas 2 tasses, ça prend une tasse. Bon, c'est comme faire un gâteau. Si tu mets plus d'ingrédients, mais tu n'auras pas le même résultat au départ. Enfin, c'est la même chose. Le bon produit, les produits appropriés par le micro-organisme, puis ça, si vous voulez savoir si le produit que j'ai utilisé pour désinfecter, allez sur Santé Canada, il y a un petit numéro de votre produit, puis vous allez voir si c'est un produit qui est recommandé. Puis la bonne température de l'eau. Es-tu plus efficace à l'eau chaude? Es-tu plus efficace à l'eau tiède? Es-tu plus efficace à l'eau température? Donc, suivre les recommandations du fabricant. Test quiz, mais en même temps, il n'y aura pas de prix à gagner dans le monde. Je suis vraiment déçue. Désolée aussi pour vous. Donc, on va. Première question. Là, si vous étiez là, ça serait pas mal plus simple. Mais comme vous êtes là, j'ai été obligée de jouer tout seul. Comme l'été dernier, j'ai donné le cours et j'ai donné une formation comme ça par Zoom. Et je les accompagnais en disant « Bienvenue à la madame qui parle tout seul. » Donc, pour vous, aujourd'hui, j'ai fait un effort. Je vous pose en plus un quiz, mais je vais être la seule à y répondre. Lequel des éléments suivants n'est pas considéré comme une porte d'entrée pour les bactéries?
Lesquels? A, les yeux. B, le nez. C, la bouche. D, la peau intacte. Tic, 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 tic. Et la bonne réponse est, je suis certaine que vous avez la bonne réponse, la peau intacte. On a dit c'est la peau lacérée, brisée, avec une perte de l'épiderme. On a dit, je suis sûre que vous avez eu la bonne réponse. Deuxième question. Lorsque vous utilisez une solution ou un gel pour les mains à base d'alcool, vous devez A, appliquer le gel ou la solution pour les mains et agiter les mains jusqu'à ce qu'elles soient sèches. B, appliquer une quantité suffisante de gel pour les mains et frotter les mains pendant au moins 20 secondes en veillant à couvrir toutes les ongles devant, derrière, entre les doigts, le bout des ongles et les pouces. Et C, appliquer le frottement des mains et frotter les paumes les l'une contre l'autre pendant 10 secondes. Est-ce que cette diapo est intervenante? Je pense que oui. Donc, la bonne réponse est oui, c'est B. Je vais sécher les mains là, ça me tombe. OK? Vrai ou faux maintenant? Vrai? On y va. Si vous portez des gants pendant que vous prodiguez des soins, l'hygiène des mains n'est pas nécessaire. Vrai ou faux? Faux. On l'a dit, même si on porte des gants, après, il faut aller se laver les mains. OK. Je savais que vous avez dit la bonne réponse. Autre question. Si vos mains sont visiblement souillées, l'hygiène des mains à l'aide d'un produit de friction à base d'alcool est la méthode à privilégier. J'espère que vous avez écouté, parce que c'était clair. Donc, la bonne réponse est faux, naturellement. L'hygiène des mains est la meilleure méthode pour éviter la protection de l'infection. Vrai ou faux? Aussi, c'est une autre question facile. OK, on y va. La bonne réponse est vrai. Yeah. Une autre question. Vous pouvez empêcher les micro-organismes de pénétrer dans votre corps en portant un équipement de protection. C'est un constat qu'on a fait, notamment des gants, une blouse, un masque et des lunettes de protection, et en vous lavant les mains après les avoir retirées. Facile. OK, 10 secondes. Il faut. Vrai. Bien. Donc, notre rôle comme coopérant, c'est de diminuer la transpiration, mais la transmission de l'infection en faisant la promotion de l'hygiène des mains. Se laver les mains correctement et au bon moment. Ça, c'est une belle activité que vous pouvez faire tout le monde auprès de la population locale. Utiliser correctement les équipements de protection. Vous pouvez faire des ateliers, comment s'habiller, comment retirer aussi les équipements de protection aux étudiants en soins infirmiers qui sont là, par exemple. Je parle des infirmières, je parle aux paramédics qui iront au Bénin. C'est une bonne façon d'expliquer les mesures de protection individuelle. Nettoyer et désinfecter correctement les équipements médicaux, l'équipement médical et les surfaces environnantes en respectant quoi? Le bon produit, le bon temps de pause, la bonne fonctionnement, maintenant, les diversions mécaniques, le bon temps de pause avec la bonne température. Surtout, ce qu'on vous demande, c'est d'être un ambassadeur de la lutte contre les infections puis un modèle à suivre. Okay? Tout le monde, tout le monde même qui ont travaillé dans les hôpitaux pendant la pandémie, qui ont fait des ateliers. On mettait vraiment des affiches vraiment après chaque étape. Mais il faut les répéter, ces affiches-là. Tout le monde est distrait à un moment donné. On peut oublier un geste, mais on peut oublier un geste qui peut être fatal pour tout le monde. Donc, quand on travaille en équipe, on surveille. Ce n'est pas pour blâmer l'autre, mais c'est pour dire, oh, écoute, attends, tu as manqué une étape. Il faut faire d'abord. Non, ce n'est pas tout à fait comme ça. Vu qu'on recommence, je pense que tu es contaminé. Change tes gants, va te laver, etc.
OK? On surveille pas pour, blâmer l'autre, mais pour se protéger. On est responsable chacun de la transmission des infections. On est une équipe, donc on va s'aider les uns avec les autres à éviter justement la contamination. Bien se préparer en tant que coopérant, c'est apporter une boîte de gants nitrile pour son usage individuel. On le faisait avant la pandémie, on va continuer à le faire. Apporter des masques de procédure, idéalement de niveau 2, en quantité suffisante le temps de votre mission. Ben, ils en vendent partout, là. Ils en vendent dans les pharmacies, ils en vendent dans les épiceries, ils vendent des masques de procédure. Idéalement, se faire fit tester, mais ça, je ne pense pas qu'il y a ceux qui travaillent dans les hôpitaux, les infirmières principalement, vous savez, vous avez été fit testé. Donc, un test spécial pour porter un N95, puis si possible, essayez d'en apporter avec vous durant votre mission, si vous avez la chance. Pour des infirmières qui vont être en contact direct au traitement des patients. Les autres, bien, si vous avez des visières, il y a aussi des visières qui peuvent être apportées, puis on les désinfectera là, après chaque client, peut-être deux, tant qu'une sèche, puis elle a son temps de désinfection qui est en train de se faire, ben, il fallait prendre la deuxième. Deux visières. Ça devrait être facile pour vous de se trouver ça. Acheter sur place des gels désinfectants alcoolisés, mais en avoir au moins une petite quantité pour le départ, puis avant qu'on puisse se ravitailler avec du désinfectant. Il devrait en avoir partout dans le monde là, pour ça. Ne pas oublier de désinfecter vos espaces de travail puis le matériel qui va être utilisé. Je pense aux infirmières qui vont faire de la clinique ou aux paramédics qui vont faire des contacts avec la clientèle, aux ciseaux, aux stéthoscopes, les tables, les otoscopes, etc., etc. Vos surfaces de travail, en fait, c'est ce qu'on va vous demander de faire. Puis travailler, ceux qui vont faire la vaccination, mais vous conformer au protocole qui aurait été mis en place par la santé publique du pays. Bien se préparer en tant que coopérant, c'est mettre en place des moyens pour que la clientèle puisse se laver les mains avant de consulter. Mais ça, on le faisait avant. Là. On faisait avant, on avait toujours un seau d'eau avec du savon du pays, puis on leur montrait comment se laver les mains. Puis faire des démonstrations de lavage de mains en public, on en a fait. J'ai des photos là-dessus avec des enfants au Bénin. C'est une vraie partie de plaisir. Puis demander à tout client qui tousse de porter un masque. C'est des nez qui coulent, ben, vous leur demandez de porter un masque. Ici, des vôtres, ben là, pensez à vous protéger puis à protéger les autres aussi. Le coopérant, ben, il peut jouer un rôle clé dans la prévention et le contrôle des infections dans ses interventions à l'international. Il peut devenir un modèle de rôle aussi. Mais on peut aussi être ciblé pour être sûr. Ça, il faut que vous compreniez ça. On va probablement être ciblé pour être sûr si jamais dans un moment donné, il y a une éclosion, il y aurait une éclosion. Et si les intervenants qui ont été sur le terrain, donc les coopérants qui ont été sur le terrain, n'ont pas respecté justement les mesures de protection et de contrôle des infections, bien, c'est sûr qu'on va devenir une cible facile. Donc, il faut vraiment nous-mêmes, comme individus, comme coopérants, d'avoir une attitude impeccable. Donc, suivre les mesures qui sont là. Pas juste les enseigner, les démontrer, ni juste les enseigner, ni les démontrer, mais il faut les pratiquer nous-mêmes. On devient des modèles et c'est ça qui va devenir important. Bon, là, c'est sûr que vous ne pouvez pas me poser des questions, mais si vous avez des questions après avoir vu la vidéo, vous avez juste à m'écrire à aline.gagnon@isf.ca. Je sais, c'est probablement toutes les notions que vous avez vues, revues et revues, puis on a entendu parler depuis les 2 dernières années. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je ne connais pas la réponse, je vais aller la chercher. Mais ça me fait plaisir. J'espère que je vous ai fait sourire un peu.
Mais sinon, si vous avez des commentaires là-dessus, si je peux, cette vidéo-là est juste donnée aux coopérants. Mais on va probablement s'améliorer au fil des années. C'est la première fois qu'on la présente. C'est notre première a été faite tout chaude, la présentation. Donc, je vous souhaite, on va se voir bientôt, sûrement, certains d'entre vous. Bonne mission quand vous partirez. Amusez-vous, profitez de chaque moment et revenez avec un gros bagage de connaissances et de nouvelles découvertes. Donc, je vous dis à la prochaine, puis bonne mission à chacun d'entre vous. Les références sont en annexe. Vous allez de la version papier qu'on pourra vous faire parvenir. Merci. Bye à tout le monde.